Il est 9h04, vous êtes sur Freedom et sans plus tarder, voici votre émission politique. Ce matin, notre invité, c'est Marine Le Pen et c'est Charles L'Huillier qui est chargé de l'interviewer ce matin. Vous aussi, vous pourrez intervenir, restez bien à l'écoute et ce sera au 02 62 99 12 00. Bonjour Marine Le Pen, bonjour Charles L'Huillier. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, une heure d'entretien avec vous pour parler de votre programme, notamment votre programme évidemment sur l'outre-mer, mais également un peu aussi sur le plan national, car l'actualité est riche. Alors, on va aborder votre programme économique, social, sécuritaire, vos opinions sur les valeurs sociétales, on en parle beaucoup en ce moment. Une heure d'entretien avec vous, où les auditeurs, vous qui nous écoutez, vous aurez la parole. Il y aura Marine Le Pen, des gens qui vous apprécient, d'autres un peu moins. J'imagine que ça ne vous gêne pas, vous n'êtes pas en sucre, on le sait. Non, ça va bien, merci. Bon. Alors, avant d'aborder le fond, Marine Le Pen, on va d'abord aborder votre présence ici et le contexte dans lequel vous êtes venu et le traitement que vous ont réservé les médias. Ça fait beaucoup réagir sur l'antenne. On sait que vous avez écouté Radio Freedom ce matin, on continue de réagir. Alors, on a réagi sur Antenne Réunion avant-hier, Réunion Première hier, les différents entretiens. Vous avez fait face à des journalistes qui ne vous ont pas brossé dans le sens du poil, et ça fait beaucoup réagir. Est-ce que, selon vous, vous avez un traitement spécial dans les médias par rapport à d'autres politiques ? Bon, écoutez, ça me paraît évident. Je pense que chacun se rend compte que le comportement que développent les journalistes à mon égard est assez éloigné, honnêtement, de leur profession. Bien souvent, j'ai le sentiment d'être face à des militants politiques. Et encore une fois, je pense que la première chose, c'est la courtoisie. Enfin, écoutez, je suis la présidente du premier parti de France. Je viens pour exprimer mon programme. J'ai pas réussi à placer 2 phrases. Enfin, c'est parce qu'il y avait des reportages qui entrecoupaient l'entretien, ce qu'on peut comprendre, et ils sont peut-être parfois contraints par l'horaire. Et puis pour connaître un petit peu leur travail, ils sont un petit peu poil à gratter avec tout le monde. Il n'y a pas là pour le coup. Mais là, c'est pas poil à gratter. Là, c'est mal élevé. C'est discourtois. Quand vous interrogez un responsable politique et que vous lui posez une question, la première des choses, c'est peut-être de lui laisser exprimer une réponse. Or, manifestement, on ne souhaitait pas que je puisse répondre. Donc, effectivement, il y a eu le choix de toute une série de reportages qui étaient profondément inintéressants. Parce que savoir par quelle porte de l'aéroport je suis sorti, franchement, ça n'a aucun intérêt. C'est pour faire le parallèle avec 2012 et les jets d'eau notamment, les bouteilles d'eau que vous avez reçues, c'était peut-être pour ça. Bien sûr. Mais en l'occurrence, c'est un parti pris. C'est un parti pris qui n'a rien à voir avec le projet que je viens apporter aux Réunionnais. Est-ce que vous croyez que les Réunionnais vont voter au présidentiel en tenant compte de la porte de l'aéroport par laquelle je suis sorti? Non. Ils vont voter en fonction de ce que je propose, de la vision que j'ai de la France, de la vision que j'ai de notre société. Et pour cela, il faut que je puisse l'exprimer. Vous savez, la liberté de vote, c'est pas mettre un papier blanc dans une boîte en plastique. La liberté de vote, c'est précisément être capable de connaître tout ce que proposent ceux qui se présentent pour pouvoir, en toute connaissance de cause, décider de son avenir quand même et de celui de ses enfants. Moi, je trouve que, notamment quand c'est le service public, ce comportement n'est pas admissible. Je rappelle que tout cela est financé avec les impôts de nos compatriotes. C'est pas quand même inutile de le rappeler et ceci mérite quand même un minimum de neutralité. Est-ce que, là vous endossez volontiers l'habit de la victimisation. Est-ce que, selon vous, ça met pas un petit peu d'eau à votre moulin d'être la candidate des exclus quand on est soi-même, soi-disant, exclu, comme vous le dites? Il est clair que ces journalistes qui sont à 99,9% se présentent comme des opposants à ma candidature. Ils se présentent pas comme des... Pardon, Marine Le Pen, mais ils n'ont pas besoin de se présenter, on l'a bien compris. Marine Le Pen. Ils participent d'une élite. Voilà. Mais excusez-moi, mais dans l'élection américaine, ça a été la même chose. Je veux dire, quasiment l'intégralité des médias était contre Trump. Il y a quand même un problème. Dans l'affaire du Brexit, c'était la même chose. 100% des médias français, 100% étaient contre le Brexit. Il y a donc bien à un moment donné des gens qui sont déconnectés de ce que ressentent, de ce que pense le peuple français, de ses aspirations. Valeurs actuelles ou minutes, ils sont pas forcément contre vos idées, pardon. C'est pas tout à fait vrai. Ah ouais. En l'occurrence, Minute m'attaque de manière extrêmement violente. Et quant à Valeurs actuelles, on sait très bien que c'est un journal qui soutient l'UMP, quel que soit d'ailleurs le candidat de l'UMP.
Oui, alors avant d'aborder le fond, là encore, on va d'abord aborder votre présence ici. Justement, vous avez rencontré Ibrahim Patel à la CCI, notamment André Tianakoun, le maire du Tampon, et Monseigneur Aubry, vous le rencontrez aujourd'hui. Force est de constater que, pardon, mais ça ne se bouscule pas au portillon, notamment chez les élus. Sans dire que vous êtes persona non grata ici, vous n'avez pas l'impression que sur le plan politique, vous êtes un petit peu seul, un petit peu esseulé, pas vraiment soutenu quand on compare notamment aux dernières visites qu'on a eues avec les autres candidats. Je pense à Alain Juppé qui a été reçu par tout le monde. En tout cas de la droite. Oui, écoutez, très bien, c'est une belle démonstration. Voilà, je vous expliquais tout à l'heure qu'il y a un système qui se soutient, qui se défend, qui est constitué de la classe politique française, constitué en grande partie de la classe médiatique française, et qui se fait la courte échelle. J'ai presque envie de vous dire que je suis pas mécontente de voir que un certain nombre d'élus ici considèrent que je viens donner un coup de pied dans la fourmilière. Ça ne me dérange pas, je suis pas là non plus pour faire la tournée des popotes. Je suis là pour venir à la rencontre des Réunionnais, je suis là pour rencontrer les forces vives économiques de l'île pour savoir quels sont les problèmes et les élus locaux, parce que je pense que les élus locaux sont au plus près des difficultés pour se rendre compte des blocages qui sont ceux que subissent la Réunion. Donc moi je considère que les gens que j'ai rencontrés m'ont apporté beaucoup, c'était très riche, j'ai discuté pendant 1 heure avec les conseillers municipaux, avec tout le conseil municipal du Tampon. C'était très intéressant, sûrement beaucoup plus intéressant que les rencontres petits fours que M. Juppé a pu faire quand il est venu. Vous avez d'ailleurs rencontré un agriculteur, on va y revenir tout à l'heure, plus tard dans l'entretien. C'est vrai que malgré tout, la base à une présidentielle, c'est d'avoir un ancrage territorial, un minimum de soutien en province et dans les Outre-mer. Là, force est de constater que c'est pas le cas. Est-ce que vous êtes consciente que à La Réunion, il n'y a pas vraiment d'ancrage territorial. Ici, les élus frontistes, on l'a vu avec Joseph Grondin au régional, il a fait 2%, Joseph Grondin. Il y a quand même tout à faire ici. Alors d'abord, je suis en désaccord avec vous. Pourquoi ? Parce que je pense que la présidentielle, elle est fondée exclusivement sur le peuple et sur sa volonté, précisément. À La Réunion, la parole des élus compte beaucoup. On l'a vu ici, aux primaires, pardon de vous couper Marine Le Pen, ici aux primaires, c'est Sarkozy qui est arrivé en tête parce que les élus ont soutenu Nicolas Sarkozy. La parole des élus ici, c'est parole d'évangile. Précisément, le général de Gaulle a voulu que la présidentielle, ce ne soit pas l'élection des partis politiques. Il a voulu que, justement, ce ne soit pas une élection de notables, où les notables disent au peuple ce qu'ils doivent voter. Ce qu'ils doivent voter. Et par conséquent, ce que vous dites est vrai. Il y a, certes, un travail à faire d'implantation locale. C'est pas facile. C'est vrai que la vie politique locale, et c'est pas vous qui allez me dire le contraire, est quand même un tout petit peu cadenassée aussi par les élus locaux, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais la présidentielle n'a rien à voir avec tout cela. Et si on vous écoutait, ça voudrait dire que je vais faire 2% à la réunion présidentielle ? Je ne le crois pas. Je crois que je vais faire bien plus. Je crois même que je vais être la surprise de cette élection présidentielle. 10% en 2012, 10% pour vous en 2012, alors que vous étiez, c'est vrai, à 18 au plan national. Ça, c'était en 2012. Comment vous expliquez ces mauvais chiffres du Front National à La Réunion ? 10%, sans dire que c'est un mauvais chiffre, mais c'était quand même en deçà du score national. Comment vous l'expliquez ? C'est quoi l'interprétation ? Parce qu'on sait que vous analysez tout, Marine Le Pen. C'est quoi ? Comment vous l'expliquez ? Non, mais je ne l'explique pas particulièrement. Ce que je pense, c'est que comme nous avons un déficit d'implantation locale, du coup, la parole du Front National est assez peu relayée dans les médias de l'île et que, par conséquent, beaucoup d'électeurs ne savent pas précisément ce que nous voulons proposer. Et beaucoup aussi sont encore victimes de la caricature qui a été faite de moi ou de mon mouvement par nos adversaires politiques. Et donc, voilà, il est, je pense, c'est la raison pour laquelle quand je viens... Vous pensez que vous pouvez être première ici à La Réunion ou pas ? Je pense que c'est possible. Oui, je pense que les Réunionnais en ont soupé de la droite et de la gauche. Je pense qu'ils ont vu les résultats de la droite et la gauche. Ils ont vu que la politique était la même. Ils ont vu leur pouvoir d'achat chuter. Ils ont vu le chômage augmenter massivement. Ils ont vu les dépenses inconsidérées de l'État, dont ils n'ont pas vu d'ailleurs parallèlement les bénéfices. Ils voient l'immigration massive. Ils voient la montée du fondamentalisme islamiste. Ils voient l'Union européenne qui nous contraint et qui nous met
met à genoux sur le plan économique et social. Donc oui, je pense que ils auront un choix très clair, et ce choix, à mon avis, ils peuvent le faire dans un axe plus positif que les choix précédents. Dans 3 minutes, on va recevoir les auditeurs à l'antenne en direct. Ils vous poseront leurs questions, Marine Le Pen. Juste avant, on va parler un petit peu du programme aujourd'hui. Vous allez rencontrer Monseigneur Aubry. Est-ce qu'une rencontre est prévue avec les représentants musulmans, Marine Le Pen? Non, mais s'ils me l'avaient demandé, je les aurais rencontrés. Mais alors, eux, ils n'ont pas voulu alors. Vous savez, je vais vous dire une chose. J'ai rencontré le plus haut chef des sunnites dans le monde, le grand mufti d'Al-Azhar, lorsque je suis allé en Égypte. Bon, donc je n'ai aucune difficulté à cela. J'ai d'ailleurs trouvé chez lui un discours beaucoup plus raisonnable que ce que j'entends. Et ici, c'est quoi le problème? À votre avis, ils vous ont rien proposé? Ça veut dire qu'ils ne veulent pas vous recevoir, les représentants musulmans ici? Je ne sais pas, mais c'est pas grave. Il y a peut-être quelques réticences. On peut comprendre peut-être. Ah bon, pourquoi ils auraient des réticences? Moi, les seuls qui ont des réticences à mon égard, par rapport à la laïcité, par rapport... Voilà, vous émettez quelques réserves, notamment autour du port du voile, des repas diversifiés à la cantine. Ça, forcément, évidemment, quand on se met à la place des musulmans, on peut comprendre qu'il y ait quelques petites réticences. Pardon. Bon, écoutez, ça c'est votre opinion. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de musulmans qui acceptent que nous soyons dans un pays laïque, et même qui sont attachés à la laïcité, qui sont conscients que la laïcité est précisément le résultat d'une longue histoire qui permet de préserver la paix civile en évitant que la religion entre dans la sphère publique. Voilà. Moi, c'est ce que je défends. Je défendrai de toutes mes forces parce que je crois beaucoup, encore une fois, à la laïcité. Je pense qu'elle a reculé, et je pense que le recul de la laïcité, ça a permis la montée de revendications communautaristes et de revendications fondamentalistes auxquelles la France est confrontée depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. Est-ce qu'il doit y avoir, pas des passe-droits, mais en tout cas être un petit peu plus coulant ici du fait du contexte multiculturel sur les signes ostentatoires? Je pense au voile, je pense à la burqa. Est-ce qu'ici il doit y avoir des particularités du fait du contexte? Mais vous savez, à partir du moment où l'ensemble de ces signes ne sont pas la démonstration de la montée d'un fondamentalisme, c'est déjà un peu rassurant. Mais objectivement, partout où l'on voit des revendications s'exprimer, qui sont des revendications nouvelles, c'est évidemment l'œuvre des fondamentalistes islamistes, de cet islam politique que je combats de toutes mes forces, et qui fait qu'il y a 15 ans, on n'entendait jamais ce type de revendication. Jamais. Bon, il y a donc quelque chose qui a changé. Moi, vous savez, je rencontrais pour ou contre le port du voile? Pardon, juste concrètement, pour ou contre le port du voile ici à La Réunion? Non, mais La Réunion, c'est la France. Moi, je suis contre le port du voile dans l'espace public. Je pense que la France a besoin de cette fermeté pour faire reculer, encore une fois, ceux qui se servent de l'islam politique pour faire avancer leur idéologie, qui est une idéologie dont on a vu les résultats en Libye, en Syrie, etc., etc. Donc, nous sommes à un moment où il faut faire preuve de fermeté pour défendre les valeurs qui sont les nôtres. Et repas diversifiés à la cantine, à La Réunion, en tout cas, vous n'êtes pas contre, mais par contre... Mais les repas diversifiés, que les choses soient claires. Qu'il y ait des repas diversifiés, il y en a eu avant qu'il y ait des revendications religieuses, permettez-moi. Bon, il y a des... On peut mettre du halal à la cantine ou pas, dans l'école de l'État? Non. Voilà. L'école doit être préservée de toute revendication religieuse. Nous n'avons absolument pas à adapter les services publics et particulièrement l'école à des revendications religieuses de quelque nature que ce soit. C'est clair. Et la règle est la même pour tout le monde. Et je crois que comme ça, encore une fois, on évitera le développement de ce fondamentalisme islamiste qui est bien souvent celui qui revendique. Permettez-moi quand même de le noter. Bon. Le minaret qu'on entend tous les jours, pas loin de la radio d'ailleurs, juste près de la rue du Maréchal Leclerc, ça vous choque ou pas qu'on entende un minaret ici appelé à la prière? Écoutez, La Réunion... En toute honnêteté. Non.
Non mais je veux dire, moi je suis contre les minarets, je l'ai dit de la manière la plus claire qui soit, c'est peut-être ce qui me différencie de Fillon. C'est vrai que la Réunion est une situation un peu particulière, parce que chacun est venu ici construire l'île, et qu'il y a un vivre ensemble qui est une spécificité locale, mais parce que, encore une fois, ça n'est pas le fait d'une religion qui cherche à imposer sur une autre son mode de vie, sa manière de voir les choses. Donc voilà, ça me choque moins que quand on en construit des nouveaux, comme d'ailleurs le souhaitait M. Fillon, puisqu'il expliquait que les minarets ne le dérangeaient pas à partir du moment où ça s'inscrivait dans le paysage français. J'avoue que j'ai pas bien compris le sens de cette réflexion. La cloche de l'église retentit parfois, hein, et bon. Oui, mais vous avez raison, mais pardon de revenir à ça, parce que c'est important d'aller au fond des choses. La France est un pays de racines chrétiennes. Elle s'est construite sur son héritage chrétien. C'est pas anodin, ça va beaucoup plus loin que la religion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vision que nous avons de l'homme, des relations entre nous, de la structuration de notre société est totalement imprégnée par cet héritage chrétien. C'est la raison pour laquelle, parce que les hommes sont égaux, eh bien, nous luttons contre, nous considérons que l'esclavage est la pire des choses que l'homme ait pu faire. C'est la raison pour laquelle nous sommes pour l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est la raison pour laquelle nous sommes pour le libre arbitre, c'est-à-dire la liberté de se marier avec qui on veut. Ouais, tout ça a beaucoup de conséquences sur notre justement, culture. Avant de prendre les auditeurs, Marine Le Pen, rapidement sur la proposition d'Éric Abarège il y a quelques mois, qui voulait un jour férié pour chaque communauté, chaque confession. Vous en avez entendu parler. Qu'est-ce que vous pensez de ça ici? Ça sent le clientélisme à plein nez, ça. Ça sent le clientélisme à plein nez. Bien entendu, je suis tout à fait opposé à cela. Je suis opposé parce que, encore une fois, on assiste à une forme de concurrence des communautés les unes avec les autres qui ne cessent de réclamer que la République s'adapte à leur spécificité. La République française est la République française, voilà. Elle ne changera pas, elle ne s'adaptera à personne. Nous avons une histoire qui est longue et les règles que nous nous sommes choisies sont les règles qui sont issues de cette histoire, de cet héritage, de cette culture, de cette identité. Ceux qui sont pas contents sont pas obligés de venir. Oui, enfin, sauf que ceux qui sont pas contents parfois sont français et sont nés ici et c'est leur pays comme votre pays et le mien. Et pourquoi aujourd'hui ils sont pas contents alors qu'il y a 15 ans ça leur posait pas de problème? Moi j'ai pas de problème avec la religion musulmane. Nous avons défendu au Front National les harkis qui s'étaient battus pour la France, qui étaient musulmans. Moi je défends le rattachement le plus proche possible de Mayotte, où vous savez pertinemment que nos compatriotes sont musulmans. Ça ne me pose pas de problème, encore une fois. Ouais. Ce qui me pose un problème, ce sont ceux qui, sous couvert de religion, viennent remettre en cause ce qui fonde notre nation. Ça me pose un problème. Marine Le Pen, les auditeurs veulent absolument vous poser leurs questions. C'est sans filtre, pas sans filet, hein, vraiment. Et sans doute qu'on va, avec eux, évidemment, parler des retraites, du pouvoir d'achat, de la vie chère dans l'île. On commence tout de suite. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est à moi. Oui, tout à fait, c'est à vous, il est 9h20. Bonjour, Madame Le Pen. Bonjour, monsieur. Voilà, ma question concerne surtout les émigrants. Vous savez parfaitement que les émigrants, ils viennent de pays dits pauvres, mais qui ont des richesses dans leur pays. Donc, à mon sens, si ces gens-là peuvent rester dans leur pays sans qu'on spolie leur richesse, vous aurez moins d'immigrants, du moins même pas beaucoup d'immigrants en France. Merci monsieur, merci beaucoup. Marine Le Pen. Mais monsieur, je suis parfaitement... L'immigration. Mais monsieur, non mais sur ce sujet, je suis parfaitement d'accord avec monsieur. Il est évident que par l'effet d'un certain nombre de multinationales rapaces, des pays sont proprement pillés avec... parfois et souvent d'ailleurs la complicité de leurs propres gouvernants. Et il est évident que laisser ces multinationales venir faire leur marché dans le monde entier, bien souvent d'ailleurs en mettant quasiment les peuples en esclavage, puisque c'est la course à ceux qui seront payés les moins chers, qui seront traités les plus mal. Vous parlez des travailleurs détachés notamment? Oui, mais je pense que c'est exactement le fondement de l'idéologie de la mondialisation sauvage que je combats de toutes mes forces. Donc oui,
oui, bien entendu, il faut mettre fin, encore une fois, à cette mondialisation sauvage, à cette course infinie, à un profit qui se fait sur le dos des peuples, qui les pousse. Si on prend l'exemple de Renault avec les fameuses Dacia, c'est grâce justement au fait qu'on fasse produire ces voitures à l'extérieur, dans des pays à bas coût au niveau de la main-d'œuvre, qui permet en fait d'avoir des voitures à bas prix et donc de servir quelque part les automobilistes qui veulent avoir des voitures neuves à bas prix. Voilà, donc il y a un retour de bâton, il y a un retour sur investissement. Voilà. Donc en fait, vous venez de définir ce qu'est la mondialisation sauvage, faire fabriquer par des esclaves pour vendre à des chômeurs. Eh bien moi, cette vision-là, je la rejette. Je la rejette parce que ça n'est pas ma vision de l'homme, je la rejette parce que ça n'est pas ma vision de l'économie, parce que je pense que l'économie doit être au service de l'homme et pas l'inverse, et que cette idéologie-là du tout commerce qui écrase tout sur son passage, le bonheur des hommes, leur souhait de liberté, leur souhait de prospérité, nos traditions, nos mœurs, nos codes, nos frontières, notre identité, je m'y oppose. Voilà, je suis porteur exactement du projet inverse de celui-là, et je dis à nos compatriotes, seule la nation et la démocratie peuvent lutter contre cette dérive auquel nous assistons. 99 12 00, le numéro de Freedom pour justement parler et poser vos questions à Marine Le Pen, que vous soyez pour ou que vous soyez contre. Ça ne pose pas du tout de souci à Marine Le Pen. Non. On continue avec vous. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Oui, c'est une auditrice de l'Est. Voilà, Marie-Hélène de Saint-Benoît. Moi, je vous pose la question sur le plan social, madame Le Pen. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Marie-Hélène. Voilà. Je vous pose la question. J'ai entendu dire, si vous arrivez au pouvoir, vous allez supprimer le RSA. Est-ce que c'est fait? Attends, deuxième question. Et puis j'ai entendu dire aussi que vous allez supprimer tous les aides tous les subventions qui sont allouées aux associations. Est-ce que c'est vrai? Et après, je vous laisse répondre. Est-ce que vous avez une adresse où on peut vous écrire? Oui. Et où peut-on se procurer votre programme? D'accord. Alors, je vais essayer de répondre à tout en même temps. Subventions aux associations, mais dans certaines mairies nouvellement frontistes, il y a eu parfois des associations à but communautaire qui ont eu les robinets fermés. Mais laissez-moi répondre. Voilà, oui. Ceci est un mensonge éhonté. Ça fait partie des caricatures que mes adversaires politiques dans l'île ne cessent de répéter depuis des années et des années. C'est un mensonge, voilà. Jamais il n'a été envisagé de supprimer le RSA. Jamais il n'a été envisagé de supprimer les subventions aux associations. Ce que nous avons dit de la manière la plus claire, c'est que nous voulions lutter contre le communautarisme, qui est un cancer dans un certain nombre de villes françaises. Et que par conséquent, nous ne permettrions pas que l'argent public servent à financer, par exemple, les frères musulmans qui diffusent leur Est-ce que vous pensez que c'est vraiment le cas parfois? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment le cas parfois? Est-ce que c'est pas un exemple un petit peu extrême que vous avez pris à l'instant? Non. Je suis contre les associations communautaristes financées. Elles ont le droit d'exister, mais elles se font financer par leurs adhérents. L'argent public n'a pas à financer des associations communautaristes, parce que la France, ça n'est pas un millefeuille de communautés. La France, elle est oui au club de boule du poing, au club de boule du poing ou de pétanque ou de je ne sais pas quoi, mais non aux associations. D'ailleurs, c'est ce qu'ont fait les municipalités du Front National. Très juste. Les municipalités du Front National, elles ont fait en sorte que des associations qui étaient subventionnées et qui étaient en général subventionnées parce qu'elles étaient des relais politiques de l'édile locale qui se servaient de ces associations par clientélisme pour aider effectivement le club de boule, le club de basket, c'est-à-dire des associations qui ne voyaient jamais leur activité aidée d'une manière quelconque.